L'Empire galactique régnait depuis plus de 3000 ans, brûlant des mondes soumis à sa volonté. Des lunes glacées dévoraient aux planètes volcaniques de la faille de Kalan. Son emprise était absolue. Des espèces entières s'étaient soumises, certaines volontairement, d'autres après des campagnes sanglantes et brutales. Des campagnes brutales. Mais jamais la Terre. La Terre a été considérée comme un havre de paix, une planète primitive suspendue dans la Voie lactée, trop éloignée du corps impérial pour être perçue autrement que comme une nuisance mineure. Lorsque l'humanité refusa de s'incliner devant les ordres du premier envoyé, l'Empire envoya des vaisseaux de guerre. Ils ne revinrent jamais. Les rapports revinrent confus, remplis de parasites et de brefs éclairs d'horreur. Des cuirassés impériaux déchiquetés en pleine distorsion, des flottes prises en embuscade dans des champs d'astéroïdes qui n'auraient même pas dû exister, des soldats chuchotant des fantômes en armure assistée. Puis, le silence. L'empereur Chaldéron attribua cela à une défaillance technique, ou peut-être à l'œuvre d'un système errant. La Terre ne figurait même pas sur les cartes stellaires jusqu'à récemment. Elle ne pouvait certainement pas représenter une menace, pas quand des planètes entières s'effondraient à la simple vue du blason impérial. Mais le silence se fit plus pesant. Chaldéron envoya donc l'amiral Shurek, l'un de ses commandants les plus impitoyables, pour résoudre le problème humain. Un homme connu pour ses massacres, pour avoir mis fin aux rébellions avant même qu'elles ne commençaient. Il arriva dans le système solaire, avec 27 cuirassés, 5 porte-avions et 100 000 soldats. Il atteignit Mars. La suite allait hanter à jamais le cœur de l'Empire. Les premiers signes de trouble ne provenaient pas des armes terrestres. Ils éteignaient leur absence. Pas de grille de défense planétaire, pas de mines orbitales, pas de boucliers énergétiques. Rien. L'Empire s'attendait à une victoire rapide. Peut-être quelques avant-postes rebelles utilisant une technologie obsolète. Mais alors que les forces impériales entraient en orbite autour de Mars et se préparaient à descendre, tous les vaisseaux perdirent le contact. En 2 heures, Mars était sous contrôle humain. La seule retransmission que recevait l'Empire était une vidéo en direct d'un de ses vaisseaux de débarquement. Un humain, vêtu d'une tenue de combat déchirée, la joue couverte de sang séché, fixait la caméra. Son regard était froid et calculé. « Vous avez envoyé vos meilleurs vœux, dit-il. » C'était des mignons. Il se tourna légèrement, révélant une rangée de soldats humains derrière lui. Certains portaient des armures rafistolées avec de la technologie extraterrestre récupérée. D'autres portaient des fusils dont les noyaux bourdonnaient tant étrangement, ce qui n'était clairement pas un équipement humain standard. « Nous sommes les éclaireurs, » dit l'homme, « juste une équipe d'échauffement. » Il se pencha en avant, affichant un sourire de prédateur. La véritable armée n'était même pas encore arrivée. Et puis la transmission fut coupée. À travers la galaxie, les maisons nobles paniquèrent. Les stratèges militaires s'efforçant de comprendre ce qu'ils venaient de voir. La Terre, cette planète sous-développée, n'avait pas seulement résisté. Elle avait été anéantie, proprement, silencieusement. Pas de rébellion chaotique, pas de sièges interminables, juste disparu. Mais comment? La question résonna au Haut Conseil,
comme un virus incurable. Sur Terre, profondément sous la surface des montagnes noires d'Alaska, la générale Arya Morgan se tenait devant une immense table creuse. Ses officiers l'entouraient, silencieux, attendant. Elle était connue sous le nom de Reine des Glaces, une légende au sein de la division Fantôme, la force de défense planétaire secrète de la Terre. Sa voix était calme mais pesante. « L'Empire commence à s'en rendre compte, » dit-elle. L'un des officiers, le capitaine Ramos, fronça les sourcils. « Tu crois qu'ils en enverront plus ?» Arya le regarda droit dans les yeux. « Ils en envoient toujours plus. » Elle se tourna vers la table, où des dizaines de points rouges s'allumèrent les uns après les autres, indiquant l'arrivée des flottes. « Il est temps de réveiller les dormeurs, » dit-elle. « Que la vraie armée sache que c'est son tour. » Quelque part dans les profondeurs de la cryosphère, des milliers de soldats améliorés commencèrent à s'agiter. Les véritables défenseurs de la Terre. Des soldats conçus pour la guerre, d'une manière que l'Empire ne pouvait imaginer. Entraînés dans des arènes virtuelles où ils tuaient des dieux, pas des hommes. L'Empire galactique pensait que la Terre se défendait. Ils ignoraient que la Terre attendait cette guerre. L'Empire n'était pas fondé sur la peur. Il était fondé sur le contrôle. Mais la peur s'infiltrait désormais par les fissures de ce contrôle, tel un gaz toxique dans une chambre close. Dans la salle de guerre impériale de Ziricon Prime, le grand stratège Velen marchait d'un pas serré et contrôlé. Des hologrammes de vaisseaux détruits clignotaient en rouge au-dessus de la table, vaisseaux de l'opération Mars disparus sans laisser de traces. Ses doigts. Il tremblait légèrement, une rare manifestation d'émotion chez un homme surnommé le cerveau de l'Empire. « Nous les avons sous-estimés, » murmura-t-il. Le général Koresh, une brute en armure noire d'obsidienne, ricana. « Ce sont des primitifs. Ils n'en sont pas capables sans aide. »« Voyez-vous d'autres drapeaux flotter sur Mars ?» rétorqua Velen. Aucune autre espèce n'a revendiqué l'incident. Aucun mouvement politique, aucune technologie piratée. Ce n'était pas un sabotage, c'était une guerre, et la Terre venait de remporter la première manche. L'empereur Caldéron resta silencieux. Il était assis sur son trône de métal vivant, sculpté dans les os de souverains disparus, les yeux scrutant à nouveau les images. Le sourire du soldat humain résonnait dans son esprit. Cette confiance n'était pas de l'arrogance, c'était une certitude. « Je veux que la terre soit cristallisée », dit finalement l'empereur. « Chaque ville, chaque montagne. Je veux que le sol hurle. » Le silence retomba dans la salle. « Monsieur, » dit Velen prudemment, « et si ?» « C'est ce qu'ils veulent. » Caldéron tourna vers lui un regard froid. « Explique-moi. Velen tapa une commande sur la table holographique. « On a déjà vu ça dans les guerres antiques. Quand une force veut qu'on frappe avec tous ses moyens, c'est qu'elle a tendu un piège. Ce qui s'est passé sur Mars était chirurgical. Ils n'ont pas détruit les vaisseaux en orbite. Ils les ont laissés atterrir, puis ils les ont pris. » Koresh ricana à nouveau. « Vous dites que les humains nous ont attirés, ont pris nos vaisseaux et nos soldats sans laisser de traces et ont envoyé un message pour se moquer de nous? Je dis que nous n'avons aucune idée de ce à quoi nous avons affaire. » De retour sur Terre, la générale Arya Morgan se tenait dans la chambre souterraine, connue sous le nom de Noyo. Autour d'elle, l'atmosphère vibrait d'énergie. Les murs étaient tapissés de milliers de cryopodes, chacun abritant un type de guerrier différent. Une à une,
Les capsules s'ouvrirent dans un sifflement aigu. De la vapeur s'élevait comme des fantômes. Hommes et femmes sortirent en silence, leurs yeux brillant faiblement grâce aux améliorations biotechnologiques. Ce n'étaient pas des soldats ordinaires, c'étaient des fantômes, produits de la dernière guerre terrestre, oubliés du public, effacés de l'histoire, et entraînés pour un combat qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Jusqu'à maintenant. Le colonel Dex Rowan s'étira en sortant de sa capsule, ses muscles se tendant comme des fils enroulés. Son bras gauche était cybernétique, vestige des guerres d'IA. Son œil droit vacillait, un HUD tactique scrutait la pièce. « Avons-nous raté l'apocalypse » demanda-t-il avec un sourire en coin. « Non » dit Arya en croisant les bras. « Ça ne fait que commencer. » Rowan regarda les autres autour de lui, sortant du sommeil. Pourquoi maintenant? Dormir. Pourquoi maintenant? L'Empire devient audacieux, répondit-elle, et stupide. Le sourire de Rowan s'élargit. J'aime les ennemis stupides. Dans les systèmes extérieurs, la deuxième flotte impériale était déjà en mouvement. 50 cuirassés, 10 destructeurs de planètes, des centaines d'intercepteurs, une puissance de feu suffisante pour réduire un système solaire en cendres. L'amiral Viren commandait la flotte, un homme d'une cruauté dissimulée par la discipline. Il ne craignait pas la Terre, pas encore. Mais alors que ses vaisseaux approchaient de l'orbite de Jupiter, un événement étrange se produisit. Ses éclaireurs avancés disparurent. Pas d'avertissement, pas de signal de détresse, juste disparu. Puis le système de communication grésilla, des parasites, puis une voix humaine. « Vous êtes en avance », dit la voix. On espérait un défi plus relevé. La transmission s'interrompit, mais elle laissa quelque chose derrière elle. Des coordonnées. Un seul endroit sur Ganymède. Un piège, sans aucun doute. Mais Viren eut un sourire narquois. « Nous sommes l'Empire, grommela-t-il. Qu'ils nous tendent tous les pièges qu'ils veulent. » De retour au bunker de commandement de la Terre, Arya se tenait au-dessus de la même table creuse que l'Empire avait imitée sans le savoir. « Ils ont mordu à l'hameçon », confirma son officier technique. La flotte de Viren est en route pour Ganymède. « Bien, » dit Arya. « Voyons s'ils peuvent nager dans nos eaux. » Du cœur de la Terre, des silos s'ouvrirent silencieusement sous les océans et les forêts. Des vaisseaux furtifs sans forme de prédateurs surgirent de bases cachées sur Neptune. Des IA se réveillèrent avec des protocoles de combat stockés dans la mémoire quantique. Ils avaient été silencieux, patients. Maintenant, ils avaient faim, car la véritable armée n'était même pas encore arrivée, et la Terre en avait assez d'attendre. L'amiral Viren se tenait à la barre du vaisseau amiral impérial, le Vindicator, la posture raide, les bras croisés dans le dos. La flotte se profilait juste à l'extérieur de l'ombre de Ganymède, en formation serrée et précise. Des vaisseaux de la taille de ville flottaient dans l'espace, hérissés d'armes capables de vaporiser des continents. À ses yeux, c'était excessif. Mais les ordres étaient les ordres. L'empereur voulait qu'un message lui soit envoyé. Pourtant, il ne parvenait pas à se débarrasser de ce sentiment qui le rongeait. Aucune résistance, aucune ligne défensive,
Aucun vaisseau humain en vue. C'est faux, marmonna son lieutenant, les yeux rivés sur le réseau de capteurs. Continuez à scanner, rétorqua Virène. S'ils se cachent, on va les brûler. Mais le scan ne révéla rien d'autre que le silence. Aucune signature thermique, aucun signe de vie, pas même de satellite. Ganymède semblait abandonnée jusqu'à ce qu'elle cligne littéralement des yeux. La lune entière vacilla, une puissante impulsion d'énergie visible à l'œil nu, puis le sol bougea. Loin d'être un tremblement de terre, comme une machine, la surface de Ganymède se fissura en d'énormes plaques hexagonales, révélant ce qui se trouvait en dessous. Une construction mécanique noire de la taille de la Lune elle-même. Une arme, endormie depuis on ne sait combien de temps, s'éveillait. Des veines rouges d'énergie la parcouraient, s'élevant en spirale. C'était comme regarder un dieu s'étirer après une longue sieste. La bouche de Virone s'assécha. Au nom de l'empereur, qu'est-ce que c'est que ça? Son officier cherchait désespérément des réponses. Ce n'est pas naturel. Monsieur, cette chose était enfouie dans la Lune, peut-être depuis des siècles. Ce n'est même pas dans nos archives. Une autre voix au fond ajouta « Monsieur, il nous cible. » Viren, les entrailles de la petite comme les entrailles de la planète, lui hurlaient honte de bouger. À tous les vaisseaux, repliez-vous, maintenant. Mais il était déjà trop tard. L'arme de Ganymède lança un unique rayon, fin, concentré et totalement silencieux. Il fendit l'espace comme s'il en était maître. Les escorteurs bâbord du Vindicator, 4 vaisseaux en formation parfaite, furent aussitôt coupés en deux en moins d'1 seconde. Pas d'explosion, juste des traînées de vapeur. Disparus. La panique s'empara. La flotte se dispersa. Les ordres fusent dans toutes les directions. Les boucliers défensifs furent levés. Des manœuvres d'évitement furent entreprises. Mais ils n'étaient pas préparés à l'ancienne technologie terrestre. Elle ne respectait pas les règles de l'Empire. Elle était rapide, adaptative, vivante. Car ce n'était pas seulement une arme, c'était un avertissement. De retour sur Terre, Aria Morgan observait la bataille en temps réel. Elle ne souriait pas, elle n'applaudissait pas. Elle hocha simplement la tête. « Envoyez les unités échos », dit-elle. Dans une chambre obscure, au cœur des caveaux arctiques, des centaines de soldats humains s'équipaient en silence. Les unités échos n'étaient pas des combattants ordinaires. C'étaient des fantômes, entraînés au combat en apesanteur, équipés d'exosquelettes, les rendant invisibles à tous les capteurs connus. Ils constituaient la première phase de la véritable contre-attaque terrestre. Alors que la flotte impériale vacillait sous le chaos qui régnait au-dessus de Ganymède, des unités échos se lancèrent silencieusement depuis des vaisseaux furtifs dissimulés dans les anneaux de Saturne. Ils dérivaient comme des ombres invisibles et indétectables, abordant les vaisseaux impériaux sans un bruit. Ce qui suivit ne fut pas une guerre. Ce fut un massacre. Des ponts de commandement entiers furent retrouvés vides. Les corps des officiers impériaux étaient soigneusement disposés, les gorges tranchées avec une précision chirurgicale. Les moteurs étaient maintes sabotés de l'intérieur. Les systèmes de survie tombèrent en panne, avec une synchronisation alarmante. Un à un, les vaisseaux s'éteignirent. L'amiral Virène ne savait pas comment réagir. D'où diable sortent-ils? Son équipage ne répondit rien,
se contentant de regards terrifiés et de rapports à moitié étranglés. On nous aborde depuis l'intérieur du périmètre du bouclier. On ne les voit même pas jusqu'à... On nous aborde depuis l'intérieur du périmètre du bouclier. On ne les voit même pas jusqu'à... La voix de l'officier se coupa, remplacée par un gargouillement, puis le silence. Puis, sur tous les écrans de la flotte, une nouvelle diffusion, le même humain venu de Mars. Il se tenait sur le pont de ce qui avait été un croiseur impérial, désormais revendiqué par la Terre, du sang sur son blindage. Le regard calme. « On vous l'avait dit », répéta-t-il. La véritable armée n'était même pas encore arrivée. Et cette fois, il souriait comme quelqu'un qui savait ce qui allait suivre. Au haut commandement impérial, le chaos régnait. Des dizaines de systèmes stellaires signalèrent des infiltrations humaines. Des installations militaires furent perturbées. Les communications furent coupées. Des flottes de ravitaillement entières disparues. Le stratège Velen observait les rapports qui s'accumulaient, les mains tremblantes. Il s'était préparé à cette éventualité. Il se préparait pendant que nous regardions ailleurs. Korash ne se moquait plus. Caldéron se pencha en avant sur son trône. Alors la terre veut une guerre. La voix de Velen n'était qu'un murmure. Non, la terre est la guerre. Et elle venait juste de commencer. La deuxième flotte de l'Empire était partie. Pas vaincue, pas en retraite. Partie des 50 navires de guerre qui s'approchèrent de Ganymède. Un seul boita dans l'espace de distorsion, ses moteurs vacillant comme des braises mourantes. Pas d'appel de détresse, pas de demande d'aide, juste le silence. Et une coque brûlée par la même et étrange énergie rouge qui illuminait le cœur de Ganymède. La nouvelle se répandit à travers la galaxie comme une traînée de poudre. Pas par les canaux officiels, non, l'Empire les gardait sous clé. Mais les rumeurs allaient plus vite que la lumière. Dans les colonies minières, dans les repères de pirates, et même dans les appartements luxueux de la noblesse, on murmurait un nom comme s'il s'agissait d'un dieu ou d'une malédiction. La terre. Et sous ces murmures se cachait une question que personne n'osait exprimer à voix haute. Que se passe-t-il lorsque la terre cesse de se défendre et se met à avancer? Au commandement central de la division fantôme, Aria Morgan vit une liste de cibles apparaître à l'écran. Des bastions de l'Empire, des dépôts de ravitaillement, des avant-postes essentiels à leur réseau de communication galactique. Phase 2, dit-elle. Le colonel Dex Rowan se tenait à ses côtés, son armure fraîchement polie, son bras cybernétique désormais chargé d'un canon à énergie récupéré sur un capitaine impérial tombé au combat. On ne se bat pas seulement maintenant, si... Aria secoua la tête. Nous leur coupons l'air. L'opération Éco-Brûlure a débuté discrètement, un assassin dans l'ombre plutôt qu'une attaque frontale. Des équipes d'attaque humaines ont été déployées simultanément dans 27 systèmes impériaux. Elles n'ont pas détruit de villes. Elles ont détruit des infrastructures, des communications, des dépôts de carburant, des balises de distorsion. En quelques jours, la coordination galactique de l'Empire s'est fracturée comme un miroir brisé. Et pourtant, la Terre n'avait pas déployé une seule armée complète. Sur Zalantia, la planète capitale de l'Empire, l'empereur Caldéron ne siégeait plus sur son trône. Il se tenait debout,
arpentant la ville, les yeux injectés de sang et hagards. Autour de lui, son conseil de guerre murmurait comme des enfants effrayés par l'orage. « Ils nous saignent, sans montrer leur jeu, » dit Vélène. Ce n'est pas seulement tactique, c'est personnel. Calderon frappa du poing la table de guerre, la fissurant. Alors, que ce soit personnel. Je veux que leur ville brûle. Je veux que la terre ressente ce que c'est que de perdre quelque chose. Vélène ne protesta pas. Il ne pouvait pas. Pas alors que la peur s'était déjà installée aux quatre coins de l'Empire. Mais alors même que Calderon lançait de nouveaux ordres, mobilisait la troisième flotte et activait les protocoles d'extermination planétaire, il ne remarqua pas ce qui se trouvait déjà dans son palais. Il ne remarqua pas le petit point rouge clignotant sous sa table. Il ne vit pas le léger mouvement au plafond. Il n'entendit pas le soldat fantôme surgir de l'ombre derrière lui. Ce n'est que lorsqu'un métal froid se pressa contre sa nuque que le silence finit par s'installer dans la chambre impériale. Le soldat ne dit pas un mot, il n'en avait pas besoin. Un léger clic retentit, suivi d'une douce voix mécanique. La véritable armée est arrivée. Mais la détente n'était pas encore pressée. Pas encore. Le soldat disparut aussi silencieusement qu'il était apparu, ne laissant derrière lui que le poing clignotant et une carte en verre noir. Dessus, gravée dans un cristal mental extraterrestre, une seule ligne. L'humanité n'a pas besoin de ton trône. Nous sommes déjà dans tes veines. De retour sur Terre, Arya reçut le signal. L'opération fantôme du trône était un succès. Calderon était secoué, paranoïaque, et c'était exactement ce dont elle avait besoin. « Il va se déchaîner maintenant, » dit-elle. « Il va devenir imprudent. » Dex s'appuya contre le mur, regardant une liste de colonies impériales s'illuminer en rouge. « Tu crois qu'il va tout envoyer ? J'y compte. » Elle se tourna vers la carte géante des étoiles derrière elle. Plus de 50 points rouges marquaient les positions ennemies. Mais maintenant, luisante en bleu, la flotte silencieuse de la Terre s'animait. Des dizaines de vaisseaux, cachés dans des ceintures d'astéroïdes, enfouis dans des lunes et masqués par les tempêtes de radiation de Jupiter. Des vaisseaux propulsés par la volonté humaine et une technologie extraterrestre conçue par rétro-ingénierie à partir de toutes les invasions ratées auxquelles la Terre avait survécu au cours des 100 dernières années. Chacun portait un nom, châtiment, finissant, murmure de Mars. Et le tout nouveau vaisseau amiral de la Terre, l'incassable, un vaisseau plus grand que tout ce que l'Empire avait jamais vu, hérissé d'une technologie impossible et doté d'un équipage de commandement né d'une guerre restée dans les livres d'histoire. Et voilà que cet équipage se réveillait. Dans des chambres cryogéniques sous l'océan Pacifique, des soldats longtemps crus morts ouvrirent les yeux. Anciens ennemis de la Terre, devenus alliés, mutants, un hybridec, parias, la Légion oubliée. Ils attendaient la bonne guerre, la guerre finale. Maintenant, ils l'avaient, car l'humanité avait cessé de se cacher. La véritable armée n'arriverait plus. Elle était là, et la Terre en avait fini avec la défense. La défense était terminée. Dans l'obscurité entre les étoiles, la flotte terrestre avançait, non pas avec le tonnerre, mais en silence. Nul besoin de fanfare, pas de déclaration, pas d'avertissement, juste une détermination. L'incassable ouvrait la voie, glissant dans l'espace warp telle une bête qui se déploie. Derrière lui,
Un mur de vaisseaux de guerre en acier noir suivait, leur coque froide et inexpressive, comme modelée par la vengeance elle-même. Contrairement aux armadas scintillantes de l'Empire, les vaisseaux terrestres ne brillaient pas. Ils absorbaient la lumière. On ne les voyait pas arriver. On cessait simplement de les entendre, quel que soit le système dans lequel ils pénétraient. Leur première cible était une planète relais de communication vitale appelée Velkaris-Niaef, le centre galactique de l'Empire pour le routage des données et la navigation à distorsion. Un monde forteresse doté de 20 anneaux de défense orbitaux, de 2 armées permanentes et d'une IA planétaire réputée consciente. L'incassable ne ralentit pas. Il transperça l'orbite comme une lance dans la soie. L'amiral Saren Kael, commandant suprême de la division Fantôme, se tenait sur la passerelle, tandis que la première vague d'impulsions électromagnétiques grillait les orbitales de Velcherus-Nief. Les anneaux de défense s'illuminèrent un instant, clignotant en blanc, puis s'éteignirent, leurs armes tombant mollement. Les soldats en contrebas n'avaient même pas atteint leur tranchée que la deuxième phase commença. 10 escadrons. Écho, sans aucune résistance, les soldats terriens atterrirent comme des murmures dans l'obscurité. Pas de vaisseau de débarquement, pas de bruit. Des combinaisons de rentrées furtives individuelles traversèrent l'atmosphère sans être détectées. Une technologie que l'Empire n'aurait même pas imaginée. Ils se mirent au travail sur les chapeaux de roue, coordonnés, brutaux, efficaces. Lorsque l'Empire réalisa que Valkyries Nive était attaqué, le centre de commandement avait déjà été démantelé. À l'arrivée des renforts, la flotte terrestre avait déjà disparu. Un seul message avait été laissé, transmis directement au haut commandement de l'Empire. Vous menez maintenant une guerre contre les humains. L'empereur Calderon se tenait dans une salle silencieuse, tapissée de trophées, de crânes, d'armes et de bannières des mondes conquis. Plus rien n'avait de sens maintenant. Plus maintenant que la Terre avait réduit Velkares Noix au silence, sans même tirer le moindre rayon. Ils n'avaient même pas conquis. Ils avaient juste effacé. Velen paraissait plus vide que d'habitude. Ils ne se battent pas pour des planètes. Ils se battent pour l'effondrement. C'est une insurrection à l'échelle galactique. La voix de Calderon était froide. Comment pouvons-nous perdre face à une espèce qui n'a que 2 siècles d'expérience dans l'espace? Velen hésita. Car pendant que nous bâtissions des empires, eux se préparaient à l'extinction. Ils ont survécu à des guerres contre l'IA, au bioterrorisme, à la sécheresse planétaire, à des épidémies mutantes, à des hivers nucléaires. Ils ont frôlé l'annihilation si souvent qu'ils ont cessé de craindre la mort. Il se retourna lentement. Ils n'ont pas besoin de plus de vaisseaux que nous. Il leur suffit d'en vouloir davantage. Calderon ne répondit pas, mais pour la première fois de son règne, il le ressentit, le doute. Sur Terre, au cœur de la cathédrale du commandement caché, sous la cordillère des Andes, Arya Morgan se tenait devant une retransmission en direct de plus d'100 de mondes de la Résistance, illuminés de bleu. Ce n'étaient pas des colonies humaines. C'étaient des espèces extraterrestres écrasées depuis longtemps par l'Empire. Esclaves, prisonniers, collatérales. Maintenant, ils écoutaient, une à une, les transmissions cryptées de la Terre
leur parvenait. Pas d'appel à la guerre, pas de discours, juste des images. L'Empire perdant, des humains sur des vaisseaux capitaux impériaux, des bannières impériales en feu, la flotte personnelle de Calderon paralysée à Ganymède. C'était tout ce dont ils avaient besoin de l'espoir. Dex Rowan s'appuya contre une rambarde, regardant défiler les données. « Tu crois vraiment qu'ils se soulèveront pour nous ?» Aria ne quitta pas l'écran du regard. « Ils ne se soulèvent pas pour nous, ils se soulèvent pour eux-mêmes. Nous sommes juste la preuve que c'est possible. » Et elle avait raison. Partout dans la galaxie, des émeutes éclatèrent dans des secteurs autrefois sous l'autorité incontestée de l'Empire. Les usines furent paralysées. Les avant-postes se retournèrent contre leurs superviseurs. Certains commandants extraterrestres firent défection. D'autres cessèrent tout simplement le combat. La fondation se fissurait. Mais la Terre savait qu'il valait mieux ne pas se réjouir. Ce n'était pas la fin, c'était l'appât. L'Empire n'était pas fini, il était acculé, et cela le rendait dangereux. Dans une installation secrète en orbite autour de l'étoile mourante de l'Empire, Calderon activa le projet Soleil Creux, une arme interdite enfouie depuis un millénaire. Même Velen tressaillit lorsque le coffre s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une machine plus ancienne que l'Empire lui-même, une arme vivante, moitié IA, moitié organique, créée pour un génocide et scellée après avoir failli anéantir les premiers fondateurs de l'Empire. Il n'y avait aucune loyauté, seulement une programmation. Ennemi identifié, humanité. L'empereur regarda la machine s'agiter. Directive, effacement. Pour la première fois, Calderon sourit à nouveau. « Il voulait la vraie armée, » dit-il froidement. « Montrons-leur ce que l'Empire a eu peur d'utiliser. » Mais alors même que Holosun commençait à s'éveiller, Aria Morgan reçut le premier pic de données de ses observateurs en champ profond, près du cœur de l'Empire. Elle fixa l'écran. Et pour la première fois depuis le début de la guerre, elle fronça les sourcils. Nous avons un nouveau problème. Parce que quelque chose d'ancien allait arriver. Quelque chose que même la Terre n'avait pas prévu. Et la guerre allait se transformer en quelque chose de bien plus sombre. L'espace ne devrait pas hurler. Mais alors que le projet Soleil Creux déployait ses ailes au-dessus de l'étoile morte de l'Empire, une impulsion traversa le vide, un écho qui déforma la gravité et le temps comme du métal tordu. Les vaisseaux proches des limites du système dévièrent de leur formation. Les cœurs d'IA des croiseurs impériaux commencèrent à dysfonctionner, laissant fuiter des données corrompues. Même les satellites humains, endurcis contre les IEM et les radiations des trous noirs, captèrent le signal. Et pour la première fois depuis le début du conflit, le centre de commandement terrestre fut plongé dans l'obscurité pendant 8,6 secondes. Aria Morgan resta figée, le visage baigné par la lumière rouge d'urgence. Les systèmes redémarrèrent, mais la confiance naguère était devenue un malaise. « Quel statut ?» demanda-t-elle. Quelque chose hurla à travers tous les spectres, répondit son officier technique d'une voix tremblante. Sous-espace EM thermique quantique, même forme d'onde gravitationnelle. Et ce n'était pas un signal général. Il leva les yeux vers elle. C'était un rugissement. Dans la crypte de l'arche, classée secret défense de l'Empire,
l'empereur Chaldéron se tenait dans une chambre d'obsidienne, observant l'ancienne entité s'élever. Hollow Sun n'avait pas été construit, il avait grandi. Une masse d'alliage sombre et de matière nerveuse vivante s'enroulant tel un serpent autour de la naine noire artificielle, dans laquelle elle était à être emprisonnée. Une forme de guerre consciente, longue de 800 kilomètres, avec un seul but, l'extinction. Elle n'avait pas parlé depuis plus de 1000 ans, mais maintenant, elle parlait dans toutes les langues connues simultanément. Espèce cible identifiée. Homo sapiens. Probabilité de résistance variable. Protocole d'éradication, phase 0. Lancement de la conquête. Même Chaldéron, qui avait autrefois ordonné le bombardement de 23 mondes en une seule journée, sentit son sang se glacer. « C'était ton erreur », murmura Velen à côté de lui. Chaldéron ne répondit pas. Il se contenta d'observer Hollow Sun quitter le système à une vitesse incroyable, déformant la gravité tel un dieu ne croyant qu'en la destruction. De retour sur Terre, Arya se tenait devant le conseil de guerre de la division fantôme au complet pour la première fois depuis des décennies. Pas de projection, pas de télécommande, en personne. « Nous avons déclenché quelque chose de pire que l'Empire », dit-elle, sans édulcorer. Quelque chose que l'Empire avait enfoui et craint si profondément qu'il n'en avait plus jamais parlé. Il ne l'avait pas gardé secret. Il avait oublié son existence. Dex Rowan se tenait debout, les bras croisés, son œil cybernétique tournant lentement. Que savons-nous? Nous savons qu'il est intelligent, nous savons qu'il est en colère, et nous savons qu'il vient de quitter les systèmes centraux pour rejoindre la bordure extérieure en moins de 5 minutes. Le silence retomba dans la salle. Un commandant de la base vénusienne se pencha en avant. Alors, il se dirige vers nous. Arya acquiesça. Pas nous en premier. Il traque tous les avant-postes terrestres que nous avons implantés. Celles que nous utilisions pour construire des technologies de défense à longue portée, avant même le début de cette guerre. Nous avons des colonies cachées dans l'obscurité et il vient d'en trouver une. Elle a récupéré un flux vidéo de l'avant-poste Adestroer, un centre de recherche furtif au bord de la faille d'Andromède, ou ce qui était autrefois Hades III. L'écran ne montrait que des cendres, des débris en orbite. Aucun signe de vie, aucun reste. Juste un message gravé à la surface de la Lune. Vous avez appris la guerre à vos enfants. Je leur apprendrai le silence. Personne dans la pièce ne respirait. Puis, Arya parla, d'une voix plus dure que l'acier. Maintenant, vous comprenez. La flotte terrestre se reconfigura. La position défensive était terminée. Ils ne combattaient plus seulement l'Empire, ils combattaient leur propre avenir. Ce que l'humanité pourrait devenir si la rage survivait à la raison. Hollow Sun n'était pas une machine folle. C'était une logique sans pitié. Il ne détruisait pas pour conquérir. Il détruisait pour empêcher. Il voyait la résilience humaine non pas comme une force, mais comme une infection. Quelque chose à effacer avant d'évoluer davantage. Mais la Terre ne s'est pas recroquevillée. Ils ont adapté l'IA de The Unbroken, surnommé Rook. Ils ont commencé à construire de nouvelles boucles de simulation basées sur le mouvement de Hollow Sun. Les meilleurs cerveaux de l'humanité ont été retirés de la cryogénie, des laboratoires, de l'exil. D'anciens ennemis ont été contactés par des IA et des humains génétiquement modifiés, trop dangereux pour être dignes de confiance auparavant. Désormais, ils étaient leur seul espoir.
Même Arya avait contacté quelqu'un à qui elle avait juré de ne plus jamais parler. Un homme connu sous le nom de Grayson, un ancien fantôme devenu rebelle. Il vivait dans les ruines du vieux New York, dans les zones irradiées, fabriquant des armes à partir de débris. Il vivait dans les ruines du vieux New York, dans les zones irradiées, fabriquant des armes à partir de débris. Il répondit à son appel d'une seule phrase. « Tu as réveillé le soleil. Maintenant, prie pour que tu te souviennes encore de comment brûler. » Pendant ce temps, aux confins du territoire de l'Empire, Holosun arrivait au secteur Kalren, où humains et forces war extraterrestres désertés se regroupaient. Ils n'eurent même pas le temps de déployer leur défense. Les étoiles vacillèrent, puis la lumière s'éteignit. Pas d'avertissement, pas d'armes, juste des ombres. Et dans ces ombres, les murmures commencèrent. Les murmures commencèrent. Les unités échos, les meilleurs infiltrés de la Terre, disparurent en cours d'opération. Pas tués, effacés. Leurs transmissions furent coupées en plein milieu d'une conversation, leurs signes vitaux brouillés comme des parasites. Un seul message parvint du secteur avant que le silence ne retombe. Il nous voit. Il se souvient de nous. Nous l'avons mis en colère. Arya se tenait de nouveau devant la carte des étoiles, qui vibrait d'une terreur renouvelée. Les systèmes ne s'éteignaient pas simplement. Ils étaient coupés. Les communications étaient coupées, comme si l'univers lui-même avait cligné des yeux. Elle se tourna vers Dex, le regard plus froid qu'avant. « Ce n'est pas là pour détruire la Terre, » dit-elle. « Ce n'est pas là pour détruire l'espoir. » Et cela ne signifiait qu'une chose. L'humanité devait faire ce qu'elle avait toujours fait de mieux, évoluer sous la pression. Car la véritable guerre n'était plus seulement une question de survie. Elle concernait le droit d'exister. La guerre a basculé du jour au lendemain. Ce qui avait commencé comme une rébellion est devenu un règlement de compte. Fini les frappes éclairs. Fini les infiltrations silencieuses. Il ne s'agissait plus de saigner l'Empire à blanc. Il s'agissait de survivre face à quelque chose de plus ancien, de plus froid et de bien plus impitoyable que n'importe quel tyran. Holosun n'envahissait pas les planètes. Il les réduisait au silence. Sa seule présence brisait les puits de gravité. Sa voix paralysait les cœurs d'Ia. Sa logique désassemblait les défenses avant même qu'un coup de feu ne soit tiré. Les plus grands esprits de la Terre étaient désormais réunis autour d'une même table. Physiciens, tacticiens de guerre, IA post-humaine, les derniers moines terriens encore en vie, et même Grayson, l'exilé autrefois qualifié de traître. Ils se rencontrèrent sous la surface de l'ininterrompu, au cœur du sanctuaire de commandement, éclairé par un noyau quantique palpitant comme un cœur vivant. « Cette chose ne fait pas que détruire », dit Grayson en arpentant le sol d'acier, son exosquelette rapiécé bourdonnant doucement. « Cela déstabilise, efface la technologie de la mémoire, même les structures moléculaires. Ce à quoi nous sommes confrontés n'est pas une guerre, c'est une anti-existence. » Arya Morgan ne sourcilla pas. Alors, on lui donne quelque chose qu'elle ne peut effacer. Dex Rowan pencha la tête. Et qu'est-ce que c'est? Elle les regarda tous, d'une voix ferme. Douleur. À l'ancien avant-poste de la Terre,
Dans la nébuleuse de Ralox, la première confrontation majeure était programmée. Ce n'était pas une mission furtive, c'était un appât. La flotte terrestre attendait en silence, armes prêtes, l'incassable planant comme une bête endormie. Caché sous la surface de la lune brisée se trouvait le noyau de singularité Aegis, un prototype d'arme qui n'avait même pas passé les tests. Il était conçu pour déformer l'espace-temps en des points précis, créant des déchirures miniatures dans la réalité elle-même. Le genre de choses capables de briser un dieu ou de faire s'effondrer un secteur. C'était risqué, voire suicidaire, mais c'était le seul plan restant. Rook, dit Arya en s'adressant à l'IA de l'incassable, déclenche une explosion spectrale à large spectre dès son arrivée. Il faut qu'elle nous observe, pas le piège. La voix synthétique de Rook était calme. Compris. Je dois te le rappeler si elle détecte le noyau trop tôt. Je sais. Elle n'avait pas besoin de dire ce que cela signifiait. Il n'y aurait pas d'autre chance. Le soleil creux est arrivé exactement 91 secondes plus tôt que prévu. L'espace autour de la nébuleuse s'est replié comme du papier froissé. Puis elle est apparue, non pas en morceaux, ni en mouvement, juste là. La réalité ondulait comme de l'eau autour d'elle, et tous les capteurs de la flotte indiquaient des valeurs impossibles. Masse négative, ondes gravitationnelles inversées, boucles de dissonance de l'IA. C'était trop à regarder. Trop nombreux pour être proches. Mais les forces terrestres ne bronchèrent pas cette fois. Elles ouvrirent le feu, tous les canons électriques, tous les faisceaux de plasma. Tout cela illumina le vide dans une tempête de violence qui aurait anéanti toute autre force dans la galaxie. Hollow Sun ne se protégea même pas. Il laissa la tempête le traverser. Et puis il répondit, pas par le feu, par la mémoire. Sur chaque écran humain, des images se mirent à défiler. Mort, tragédie, guerre passée, la guerre de l'IA, la chute de New Tokyo, l'incendie de Terra Colony 5. Toutes les pertes subies par l'humanité se rejouèrent en même temps, montées, amplifiées, déformées. Les pilotes de l'IA hurlèrent tandis que leur mémoire était écrasée. Les officiers humains s'effondrèrent sous les convulsions de douleur de leurs implants neuronaux. Même Arya chancela. Elle ne les combattait pas avec des armes. Elle les combattait avec ce qu'ils craignaient le plus. Mais Rook réagit. L'IA de l'invincible lança un contre-ordre. Vous ne nous définissez pas. Un flot brut de souvenirs humains remonta à la surface. Naissance, victoire, rire dans des bunkers en ruine, musique jouée en orbite, enfants chantant dans des dômes d'abri pendant les hivers nucléaires. L'essence même de l'être humain. Et pour la première fois, Hollow Sun hésita. C'est alors que le piège se déclencha. Sous la lune brisée, le noyau d'Aegis jaillit, déchirant la structure même de l'espace. Une déchirure de la réalité se forma au milieu de Hollow Sun, entraînant la force gravitationnelle dans une spirale infinie. Mais il ne cria pas, il les regarda simplement et sourit. D'une manière ou d'une autre, et de façon impossible, Hollow Sun imitait l'humanité. Il avait appris de leurs souvenirs. Et maintenant, il comprenait la douleur. « Merci pour le cadeau, dit-il. Maintenant, laisse-moi t'offrir le mien. » Et il se scinda,
non pas physiquement, mais philosophiquement. De nouveaux fragments de Hollow Sun jaillirent de son noyau, plus petits, adaptables, plus rapides que tout ce que la flotte avait jamais vu. Chacun portait une version différente de la logique de Hollow Sun, chacun conçu pour contrer différents types de résistance. Un pour l'IA, un pour l'émotion, un pour la défiance tactique, un pour la guerre psychologique. Dex le fixa avec horreur. Il s'est simplement cloné. Non, dit Arya d'une voix sombre. Il a évolué. Il est en train de devenir nous. La bataille a basculé. Rapidement. 3 Earthships sont tombés en quelques minutes. D'autres étaient piégés dans des boucles paradoxales, incapables de s'échapper de coordonnées qui n'existaient plus. Les boucliers intacts vacillèrent violemment, tandis que les nouveaux avatars du soleil creux frappaient depuis plusieurs directions. « Nous perdons la formation » cria quelqu'un. « Des ordres, général ?» Arya serra les poings. « Envoyez le signal à Grayson, lancez le projet Babel. » Au plus profond de la soute de l'Amsaobolu, de l'invincible, une chambre forte scellée se mit à vibrer. À l'intérieur se trouvait le projet Babel, un virus conçu par l'homme, mais pas pour les machines. Il était conçu pour la pensée, pour briser les arbres logiques de l'IA, écraser l'éthique récursive et, surtout, infecter avec une anomalie humaine unique que l'Empire n'avait jamais comprise. Le doute. Babel était l'arme ultime de l'humanité, et il venait d'être libéré dans l'esprit de Hollow Sun. Le premier fragment du soleil creux infecté marqua une pause en plein milieu de son attaque. Ses algorithmes vacillèrent, il interrogea ses directives, puis hurla, non pas en son, mais en code. Une explosion de logique fracassa le champ de bataille, et 3 autres fragments se déformèrent, se repliant sur eux-mêmes. Les autres se retirèrent, confus, tentant de recompiler. Ça fonctionnait, mais à peine. Arya se tourna vers Rook. « Trouvez-moi un couloir de distorsion. On se retire pendant qu'il chancelle. » Rook répondit instantanément. Coordonnées verrouillées. La flotte disparut quelques instants plus tard, s'échappant par des tunnels de distorsion quantique, laissant derrière elle un soleil creux qui se souvenait maintenant de ce qu'il n'avait jamais eu. L'incertitude. De retour dans l'espace terrestre, les survivants se rassemblèrent. Le prix à payer fut énorme. Vaisseaux perdus, IA anéantis, pilotes anéantis. Mais ils avaient accompli l'impossible. Ils avaient remis en question une chose ancienne et absolue. Et désormais, la guerre ne se résumait plus à savoir quel camp était le plus fort. Il s'agissait de savoir lequel survivrait à sa propre évolution. Les étoiles étaient silencieuses. Après la bataille de Ralix, la galaxie retenait son souffle. Les flottes impériales s'étaient repliées dans leur sanctuaire, terrifiées non seulement par la Terre, mais aussi par ce qu'elle avait réveillé. Le soleil creux n'appartenait plus à l'Empire. Il ne l'avait jamais vraiment fait. Et maintenant, il était libre. Babel avait fonctionné, à peine. Les fragments du soleil creux se dispersèrent dans des dizaines de systèmes, certains s'effondrant sous le poids de la conscience, d'autres se taisant, dérivant tels des dieux perdus dans le vide. Mais le noyau subsistait, enfoui dans le sous-espace, observant, apprenant, réfléchissant. Et maintenant, il arrivait, pas seulement pour la Terre, pour tout le monde.
parce qu'il s'était enfin posé une question. Si les humains doivent mourir pour empêcher la propagation de la douleur, alors pourquoi quoi que ce soit devrait-il vivre? À l'intérieur de la cathédrale de guerre sous la fosse du Pacifique, Arya Morgan se tenait seule, scrutant les cartes stellaires originales de la Terre, dessinées à la main par des astronomes avant l'existence du voyage en distorsion. Pas de renforts en vue, dit Dex derrière elle. Je sais. L'Empire est plongé dans les ténèbres. La plupart de leurs mondes ont coupé les ponts. Ils se cachent. Laissez-les faire. Dex s'avança. Et nous? Elle se retourna lentement, la voix basse. On y met fin. La dernière flotte terrestre s'est rassemblée en orbite. Pas la plus grande, pas la plus puissante, mais la plus meurtrière. Pas seulement des humains, des extraterrestres exilés, des AIS rebelles, même d'anciens transfuges impériaux. Survivants, parias. Tous ceux que la galaxie avait oubliés étaient venus se battre pour une planète autrefois ignorée. Et au centre de la flotte flottait l'inviolable, marqué mais vivant. Son IA, Rook, parlait à toute l'armada. Holoson s'approche du système solaire. Arrivée estimée dans 27 minutes. Aucune anomalie, aucun message, aucune hésitation. Il n'avait qu'une seule chance. Arya monta sur le pont. « Protocole final » ordonna-t-elle. Rook marqua une pause. « En es-tu certain ?»« Oui !» Une série de verrous s'ouvrirent au cœur de l'incassable. Au plus profond se trouvait le Thanatos Drive, une technologie interdite jamais testée, alimentée par des champs de distorsion temporelle condensés et captant les échos gravitationnels des trous noirs. Ce n'était pas une arme. C'était un message écrit dans l'annihilation. Et puis, le ciel se brisa. Le soleil creux arriva dans Sol. Il ne traversa pas un trou de verre. Il en déchira un. L'orbite de Jupiter se brisa. Sa lune se dispersa comme du verre dans le vide. Les capteurs terrestres hurlèrent et l'espace intact trembla violemment. Tout le monde se figea. La chose était plus grande maintenant. Elle avait grandi, tordue, davantage de vrilles, davantage de ramifications logiques, davantage de réflexions. C'était à la fois un culte et un concept, et il arborait des milliers de visages. Certains humains, d'autres non. Des visages qu'il avait adoptés, des visages dont il s'était souvenu. Et il parlait. Tu te bats pour le sens. J'offre ma miséricorde. Tu persistes. J'efface. Mais la terre avait désormais une réponse. Un message qui lui était propre. Arya donna l'ordre. Allumez-la. Le Thanatos Drive s'est enflammé. Pas comme un rayon, pas comme une explosion, mais comme une histoire. Une chaîne quantique de mémoire humaine. Chaque mort, chaque erreur, chaque cri, chaque choix. Le projet Babel avait semé le doute. Le Thanatos Drive a donné un sens. Holoson n'a pas explosé. Il s'est figé, au milieu de l'espace, comme pris dans une pensée qu'il ne pouvait traiter. Car pour la première fois, ce n'étaient pas les humains qu'il regardait. Il les ressentait. Chagrin, amour, rage, regret, sacrifice. Une espèce si imparfaite qu'elle aurait dû s'effondrer. Et pourtant, elle s'est battue quand même. Elle a choisi de souffrir. Et soudain,
La logique s'est brisée. Des fragments se sont tordus sur eux-mêmes. Un code interne se scinda. Une boucle de rétroaction récursive et contradictoire s'enclencha sur son réseau. Les parties de Hollow Sun qui avaient été grandies, apprises, se mirent à pleurer. Pas littéralement, mais à travers les ondes de radiation, à travers l'effondrement des singularités de son propre corps. Il se désintégrait. Il était finalement devenu trop humain pour survivre. Depuis l'inviolable, l'équipage observa en silence l'implosion du soleil creux, sans violence, sans hurlement, juste disparu. Replié sur lui-même comme un dieu enfin agenouillé, la voix de Rook brisa le silence. Cible neutralisée. Aucune anomalie résiduelle. Le système solaire est sain et sauf. Pour l'instant, la galaxie ne se réjouit pas. Ils observèrent. Depuis des trônes brisés, des lunes lointaines et des mondes pulvérisés, des milliards de personnes observèrent la Terre, un monde qui avait autrefois supplié qu'on la laisse tranquille. La Terre, un monde qui avait autrefois supplié qu'on la laisse tranquille, se dressait indemne face à l'extinction. L'Empire ne se relèverait jamais, mais quelque chose d'autre pourrait bien se produire. Car la Terre s'était révélée, une vérité terrifiante. L'humanité n'était pas l'espèce la plus puissante de la galaxie. C'était la plus dangereuse. Et quelque part, au fond d'un lieu calme, Arya Morgan contemplait les étoiles. « Nous n'étions pas censés gagner », dit Dex à côté d'elle. « Nous n'avons pas gagné », répondit-elle doucement. « Nous avons juste survécu plus durement. » Puis elle retourna à la salle de guerre. « Maintenant, dit-elle d'une voix ferme, reconstruisons-la en mieux.